Donc, bienvenue à tout le monde. Nous allons parler aujourd'hui du pseudokyste du pancréas chez l'enfant, qui est une pathologie rare, mais qui peut faire des dégâts malgré que c'est une pathologie bénigne. Donc, très, très heureuse de vous accueillir sur cette plateforme et de parler de cette pathologie. Donc, nous allons commencer par définir ce qu'est un pseudokyste du pancréas. Donc, c'est une collection qui est liquidienne, essentiellement de sucre pancréatique, qui peut être pur ou associé à de la nécrose et du sang. Donc, la localisation, elle peut être intra-pancréatique ou extra-pancréatique. On va voir comment. Et c'est une cavité kystique qui est caractérisée par une cavité sans épithélium. Donc, elle est délimitée par les structures anatomiques adjacentes qui sont l'estomac, l'intestin, le foie, la rate, le mésocolon transverse. Le kyste, le contenu du kyste, c'est du liquide qui est riche en amylase, en lipase et en enzymes pancréatiques. Essentiellement lorsqu'il y a une communication avec le système canalaire pancréatique. Donc, quand on voit le pseudokyste du pancréas chez l'enfant, il se voit essentiellement suite à un traumatisme épigastrique, où là, on va retrouver un traumatisme pancréatique avec oui ou non rupture canalaire, ou bien il peut être secondaire à une pancréatite lithiasique ou une pancréatite autre. Donc, ce schéma illustre bien la pathologie dans laquelle on va parler aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle des pseudokystes du pancréas qui sont en communication avec le canal de Wirsong, le canal pancréatique. Et donc, c'est ce canal, c'est ce suc pancréatique qui va alimenter notre collection et notre PKP. Et il y a aussi des PKP qui ne communiquent pas avec le canal pancréatique. Sur cette photo, nous voyons aussi que le pancréas se retrouve juste derrière l'estomac et il est contre la colonne vertébrale, ce qui explique lors d'un traumatisme épigastrique, on a un traumatisme épigastrique, le pancréas va se coller contre la colonne vertébrale et il va y avoir soit des fractures et issues de suc pancréatique. Alors, c'est une infection qui se voit à tout âge. Ça dépend de l'étiologie, de l'éthiopathogénie. Donc, généralement, quand c'est traumatique, l'âge moyen est entre 6 et 7 ans et demi. Quand c'est des pancréatiques lithiasiques, on le retrouve chez la fille adolescente. Donc, la littérature, on a retrouvé dans la littérature une fillette âgée de 3 mois rapportée par l'équipe de Stone dès 1967. Donc, comme nous l'avons dit, c'est le fameux traumatisme, le guidon de vélo. Donc, nos enfants, la plupart ont des vélos actuellement. Et lorsqu'il y a un traumatisme, donc l'épigastre, traumatisme au niveau de l'épigastre par le guidon de vélo, et là, il va y avoir un traumatisme pancréatique. Mais ce qui est caractéristique, c'est que la symptomatologie ne va pas se constituer tout de suite, mais bien après, 4 à 6 semaines après. Et c'est pour ça que l'enfant, quand il va faire son PKP, son pseudokyste du pancréas, il va aller aux urgences et des fois, l'histoire du traumatisme du vélo est passée inaperçue. Et donc, il y a un errement du diagnostic. Donc, il faut faire très attention. Il faut chercher ce traumatisme épigastrique. Voilà. Et on va parler maintenant un petit peu de l'histoire du PKP. Il faut savoir que la notion de PKP est très ancienne, hein. Elle a été décrite pour la première fois par Morgani en 1761. Un traitement chirurgical qui n'est pas celui qu'on connaît actuellement, le drainage interne, mais un drainage chirurgical a été réussi en 1882, un drainage externe en 1883, et ce que nous faisons actuellement, les drainages interne par kystogastrostomie a été décrit pour la première fois en 1921, avec le duodénum en 1928 et avec l'intestin grêle, le jejunum en 1931. Le drainage interne endoscopique, qui est actuellement le gold standard, n'a été pratiqué que dès 1985. Et le drainage interne par laparoscopie, donc c'est les deux derniers, c'est des
traitements non invasifs qui sont le plus recommandés, drainage interne laparoscopique en 94. Concernant l'anapathe, il faut savoir que le PKP peut siéger, on a dit, soit en intraparenchymateux, soit en extraparenchymateux. Quant au pancréas, il peut siéger sur toute la longueur du pancréas, de la tête à la queue, et il peut siéger en extra-pancréatique. Quand c'est un PKP extraparenchymateux, il est souvent secondaire à des pancréatites aiguës et les organes de voisinage vont vont entourer cette collection qui va se retrouver dans l'arrière-cavité des épiplombs. Quant au PKP intraparenchymateux, c'est secondaire généralement aux pancréatites chroniques. C'est des kystes intrapancréatiques, mais qui ne sont pas, vous vous rappelez la photo tout à l'heure, mais qui ne sont pas rattachés aux branches du canal de Wirsong. Alors, l'histopathologie. Donc, la caractéristique du PKP, c'est qu'il n'y a pas de revêtement épithélial propre. On a dit que c'est les organes de voisinage qui entouraient cette collection. Et que cette collection était très riche en amylase. Le PKP peut être une complication de la pancréatite. Donc, la classification d'Atlanta en 1992, lors du symposium international, ils ont classé le PKP soit PKP aigu, soit PKP chronique, en fonction de la maladie sous-jacente. Maintenant, la classification 91 du PKP est basée sur la présence d'une pancréatite aiguë ou chronique, sur l'anatomie du canal pancréatique et sur la présence ou non de communication. On va voir tout à l'heure dans les cas cliniques que la communication va engendrer un pronostic un peu plus difficile. Le type 1, c'est après une pancréatite aiguë avec un canal pancréatique tout à fait normal. Le type 2, c'est suite à une pancréatite aiguë ou chronique avec un canal pancréatique là anormal et la communication, elle est fréquente entre le canal et le PKP. Le type 3, c'est secondaire à une pancréatite chronique associée là à une obstruction du canal pancréatique et avec une communication canalaire. Donc, on a dit chez l'enfant, parce que l'enfant, ce n'est pas l'adulte. L'adulte, c'est généralement secondaire à l'éthylisme, pancréatique, éthylique, etc. Là, chez l'enfant, c'est souvent dû à un traumatisme pénétrant épigastrique, dans 60% des cas. Mais il peut être, comme chez l'adulte, secondaire à une pancréatite aiguë ou chronique ou une complication de la chirurgie pancréatique. Il faut y penser. Concernant la pathophysiologie, lorsque le canal pancréatique principal ou l'une de ses branches sont interrompues, qu'est-ce qu'il se passe? Le suc pancréatique va s'en échapper et il va s'accumuler dans le rétropéritoine ou les tissus péripancréatiques. Fort heureusement, dans 70% des cas, ils disparaissent spontanément, mais dans certains cas, il va y avoir la constitution de PKP. Je vous ai dit, faites attention parce que le PKP devient symptomatique à distance, généralement 4 à 6 semaines après le traumatisme. Il se constitue, c'est là qu'il va maturer, que le kyste va maturer, et la notion de traumatisme peut être oubliée. Et donc, voilà, il faut être vigilant sur cette notion. Alors, cliniquement, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est très, très variable. L'enfant peut rester asymptomatique. Il peut y avoir une obstruction pancréatique. Il peut y avoir une obstruction des voies biliaires. Tout dépend du siège du pancréas et tout dépend s'il y a une communication avec le canal pancréatique. Donc, très souvent, les douleurs sont présentes. Ce sont des douleurs abdominales. Il va y avoir des vomissements parce que l'estomac va être comprimé. Il va y avoir cette notion de satiété précoce. Il peut y avoir un ictère lorsque le PKP est au niveau de la tête du pancréas par obstruction biliaire. Il peut y avoir une hémorragie digestive haute qui peut être due à une occlusion vasculaire, une thrombose de la veine portable ou la veine splénique, vu l'anatomie du pancréas et sa proximité avec ses vaisseaux. Très souvent, quand on reçoit l'enfant un mois après le traumatisme, il y a une cachexie, il y a une altération de l'état général, ce qui va compliquer la prise en charge. Cliniquement, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir une tuméfaction épigastrique qui est souvent volumineuse. En cas de complication, qui est l'infection, s'associera de la fièvre et du sepsis. S'il y a une rupture, ce qui peut arriver,
Il va y avoir une distension abdominale due à l'acide pancréatique, ou s'il y a une rupture dans la plèvre, il y aura un épanchement pleural, ce qui va créer une dyspnée, un essoufflement. La rupture du PKP peut se faire aussi dans le péricarde, ce qui va créer un épanchement péricardique. Et là, c'est l'insuffisance cardiaque s'il n'est pas managé rapidement. La biologie, c'est essentiellement l'amylase et la lipase. Il va y avoir une amylase élevée qu'on va retrouver lors des ponctions de l'acide ou de l'épanchement pleural quand il existe. Il va y avoir une hyperamylasurie, une hyperlipasémie. Mais il faut savoir que ce taux d'amylase seul n'est pas spécifique au diagnostic. Des fois, il y a un diagnostic différentiel avec des kystes tumoraux. Il faut l'avoir dans l'esprit. S'il n'y a pas de notion de traumatisme, c'est pas tout PKP, tout kyste au niveau du pancréas est un PKP. Donc, il faut faire les marqueurs tumoraux à la recherche des kystes néoplasiques tumorales. Alors, le premier diagnostic, le premier examen paraclinique radiologique, c'est bien sûr l'échographie. C'est l'outil de diagnostic le plus utilisé dans l'évaluation des pseudokystes. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir à l'échographie? On va avoir un pseudokyste qui va apparaître rond ou ovale, avec une paroi lisse, avec des débris à l'intérieur très souvent. S'il est possible, ou il faudrait le faire selon la disponibilité, un Doppler couleur à la recherche d'un faux anévrisme, lorsqu'il y a une hémorragie notamment. La sensibilité de l'échographie, elle est de 60 à 90%. Donc, sur cette image, nous voyons une image d'échographie et une image d'un scanner. Donc, à l'échographie, ce qu'on voit sur cette image, c'est que le pseudokyste, il n'y a pas d'épithélium, il n'y a pas de muscle, c'est-à-dire c'est une cavité qui n'a pas d'épithélium. J'insiste sur cette notion car c'est important. Au niveau du scanner, on voit sur la flèche rouge ici le pseudokyste du pancréas. Deuxième arme diagnostique radiologique, c'est le scanner. Le scanner, il a une sensibilité plus importante que l'échographie, forcément, une sensibilité de 90 à 100%. Les scanners et le pseudokyste ayant une densité liquidienne, donc il apparaîtra, c'est une collection, donc il aura une densité liquidienne au scanner. Le scanner va fournir des informations détaillées sur l'anatomie environnante. Et ce qu'il va montrer, il va montrer s'il y a une obstruction. Il va nous montrer s'il y a une dilatation du canal pancréatique, s'il y a des calcifications, s'il y a une dilatation des voies biliaires, le canal cholédoque, et il va nous montrer la taille et l'étendue du pseudokyste. Donc ici, nous voyons un gros pseudokyste qui prend pratiquement la tête et le corps. On voit ici la queue du pancréas. Troisième arme diagnostique, l'IRM. L'IRM et la cholangiopancréatographie par résonance magnétique sont les outils les plus sensibles au diagnostic. Cependant, ils ne sont pas utilisés de manière routinière. Vous comprendrez bien pourquoi. Premièrement, parce qu'il y a le coût de ces examens. Et deuxièmement, parce que chez l'enfant, ça nécessite une sédation qui n'est pas toujours disponible. Donc, l'IRM, qu'est-ce qu'elle va permettre de détecter? Elle va permettre de détecter quelque chose de très important, c'est la communication avec les conduits pancréatiques. Donc, elle va permettre aussi de montrer les saignements, les collections complexes. La CPRE, elle n'est pas nécessaire au diagnostic, pas forcément. Cependant, elle reste une technique de référence pour le diagnostic des perturbations au niveau du canal pancréatique. Et elle peut être surtout utile à des fins thérapeutiques, que nous verrons tout à l'heure dans le registre traitement. Là, c'est juste pour vous montrer une IRM avec ce PKP transverse, une belle image ici. Alors, l'échographie endoscopique, on va voir tout son intérêt tout à l'heure dans le traitement. Elle fournit des images de haute qualité avec une sensibilité qui peut aller jusqu'à 100%.
et une spécificité de 92 à 98%. Il faut savoir qu'elle n'est jamais utilisée seule pour le diagnostic du PKP. Elle est principalement utilisée comme test secondaire après avoir pratiqué l'écho, le scanner ou l'IRM. Et on verra tout à l'heure son utilité qui est très importante pour le drainage interne endoscopique. Donc là, c'est une vue, qu'est-ce qu'on voit? On voit la compression du duodénum par le PKP. Et là, c'est le traitement qu'on verra tout à l'heure, hein, incision, mise en place d'un dilatateur et du stent. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas de faire les marqueurs tumoraux parce qu'il y a des kystes pancréatiques qui sont néoplasiques. Il faut penser aussi à la duplication kystique. Donc, il faut les rechercher et faire les marqueurs tumoraux et les scanners IRM qui feront la différence généralement. Alors, l'histoire naturelle du PKP. Le PKP, il diffère de celui de l'adulte. Je ne fais que le répéter depuis le début. Fort heureusement, chez l'enfant, 70% des cas, il se résorbe dans les PKP post-traumatiques. Le mécanisme de résolution, vous allez me dire où va cette collection. Donc, il est postulé, hein, c'est une théorie, qu'il peut y avoir un drainage spontané dans le canal pancréatique ou dans les organes de voisinage. Alors, quels sont les pseudokystes qui ne se résolvent pas? C'est les kystes multiples, les pseudokystes de la queue du pancréas, une paroi épaisse du PKP ou lorsqu'il y a cette fameuse communication avec le canal pancréatique. Nous arrivons au terme du côté clinique et paraclinique. Maintenant, nous allons parler du traitement. Alors, quels sont les facteurs qui seront déterminants pour la prise en charge de ce PKP? La maturité du kyste, la taille du kyste et le siège du kyste. Je rappelle que la maturation des pseudokystes pancréatiques est d'environ 2 à 6 semaines. Alors, ce qui est connu, qui a été un peu, si vous voulez, démontré par M. Warsh et son équipe, c'est la règle des 6. C'est quoi la règle des 6? C'est que quand un PKP est supérieur à 6 cm et qu'il évolue depuis plus de 6 cm, là, on doit envisager un traitement. Comme toute pathologie, on commencera par un traitement médical pour préparer l'enfant au traitement chirurgical. Et dans l'attente, parce que des fois on attend la maturation du kyste. Entre-temps, l'enfant doit être bien hydraté. On doit donner des traitements analgésiques pour la douleur. On doit le mettre sous antibiothérapie pour éviter l'infection du kyste. On doit l'alimenter. S'il y a une intolérance orale, une alimentation parentérale. Si on doit l'alimenter oralement, il faut donner des aliments riches en protéines, faibles en graisse animale. Les aliments à proscrire, bien entendu, c'est la viande rouge, tout ce qui est friture, la margarine, le beurre, le lait entier, tout ce qui est pâtisserie et boissons avec sucre ajouté, ce sont des aliments à proscrire. Maintenant, concernant la somatostatine, il doit être utilisé avec précaution chez l'enfant parce que je vous rappelle que la somatostatine est une hormone qui inhibe la croissance. Et là, on parle d'enfants généralement de 7 ans. Donc, on verra son utilité dans le drainage externe, mais elle doit être utilisée avec précaution. Alors, les armes thérapeutiques que nous disposons, nous avons les drainages externes et les drainages internes. Les drainages externes doivent être guidés par l'écho ou le scanner. Elle peut être faite d'une manière transgastrale, c'est-à-dire à travers l'estomac, ou transhépatique. Le drainage est poursuivi jusqu'on a un débit de 5 à 10 millilitres par heure. On peut céder de la somatostatine, de l'octréotide, pour diminuer ce débit de sucre pancréatique. La durée moyenne du drainage est de 3 à 6 semaines. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Oui, comme toute arme thérapeutique, il peut y avoir l'échec et il peut y avoir les fistules après ponction. Cela a été décrit par plusieurs études. Le drainage externe. Les indications du drainage externe. Est-ce que tout PKP doit être soumis à un drainage externe?
La réponse, c'est non. Comme vous savez, en chirurgie, ce qu'on fait en externe, c'est soit le malade n'est pas bien, soit le PKP est infecté, rompu, compliqué, hémorragique. Ou bien l'état du malade ne permet pas un geste chirurgical pour un drainage interne. Le drainage endoscopique, je dirais que c'est celui qui devrait être fait en première intention, mais il a ses conditions, il a la disponibilité du matériel. Pourquoi il devrait être fait en première position? Parce que c'est une technique qui est mini-invasive. Et dans la littérature, il y a une efficacité comparable à celle de la chirurgie. Nous retrouvons une résolution des kystes de 60 à 90%. Quel est l'intérêt du drainage endoscopique? Comme le drainage chirurgical, il permet de créer une connexion entre le pseudokyste et le tube digestif. Celui-ci peut être fait de deux manières, soit transmural, comme on fera en chirurgie, par voie gastrique, par voie duodénale, mais il doit y avoir, pour ça, que ça soit la paroi du kyste doit être petite, ou bien il peut être fait transpapillaire, et là, le PKP doit être de petite taille, moins de 6 cm. On utilise généralement un stent, comme pour la chirurgie, c'est soit kystogastrique, soit kystoduodénal, soit, je vous ai dit, à travers l'ampoule. Les prothèses, il y en a deux types de prothèses. Les moins onéreuses, c'est les prothèses en double queue de cochon. Elles seront privilégiées dans la plupart des cas. Les prothèses métalliques restent moins difficiles techniquement. Les stents doivent être restés pendant 2 à 4 mois jusque l'échographie nous confirme la résolution du pseudokyste. Et là, nous enlèverons les stents par endoscopie. Les avantages, comme toute chirurgie ou technique mini-invasive, ça permettra un séjour à l'hôpital beaucoup plus court et une réduction des coûts. Est-ce qu'il y a des complications? Oui, il peut y avoir une hémorragie, perforation rétropéritonéale, infection et migration du stent. Là, nous voyons une vue endoscopique avec un stent en place. La chirurgie. Alors, avant, jusqu'en 85, le gold standard de management de prise en charge du PKP, c'était la chirurgie. Donc, l'indication chirurgicale, actuellement, elle est en deuxième position et quand elle doit être faite, la voie laparoscopique est privilégiée. Donc, qu'est-ce qui nous permet d'aller à la chirurgie? C'est quand le matériel, l'échoendoscopie n'est pas disponible, essentiellement. Le drainage, les options chirurgicales, c'est la kystogastrostomie, la kystoentérostomie, et des fois, il y a un geste radical, une pancréatectomie distale est parfois nécessaire, essentiellement dans les PKP de la queue du pancréas. Alors, la kystogastrostomie, elle est indiquée quand le PKP adhère à l'estomac. L'avantage de cette technique, c'est qu'on peut drainer par une simple sonde nasogastrique. Les inconvénients, c'est l'infection et l'hémorragie. Voie d'abord soit la parotonie, soit la paroscopie, qui doit être privilégiée quand l'équipe est entraînée par cette méthode, cette voie d'abord, car celle-ci diminue la morbidité opératoire, diminue la douleur, diminue l'infection de la plaie et permet une meilleure récupération fonctionnelle. Donc, ça, c'est une vue péropératoire. Donc, la première photo, on voit la ponction du kyste. Alors, ça, c'est l'estomac. Donc, quand on ouvre la paroi postérieure de l'estomac, qui est accolée au kyste, donc à travers la paroi postérieure de l'estomac, quand on a ouvert l'estomac, nous voyons que le liquide est trouble. Ici, on voit l'anastomose. Donc là, c'est la paroi antérieure de l'estomac, la paroi postérieure de l'estomac, et là, c'est le kyste. Anastomose, kysto-gastrique, la paroi postérieure. Certaines fois, nous pouvons faire ni kysto-gastrique ni kysto-duodénal. On est obligé de monter une anse en Y quand il s'agit de PKP très volumineux qui dépassent la région ombilicale et lombaire.
et surtout lorsqu'il n'y a pas d'adhérence, le PKP n'est pas adhérent à l'estomac et au duodénum. Alors, nous avons parlé tout à l'heure de rupture, d'infection, d'hémorragie, d'épanchement. Ce sont les complications du PKP. Donc, c'est pour ça qu'on met l'enfant sous antibiotiques, antibiothérapie, car le PKP peut s'infecter, c'est une collection, c'est une cavité. Il peut y avoir une hémorragie parce que le PKP peut éroder les vaisseaux. Il peut y avoir rupture quand il se remplit, il devient très important. Il va se remplir soit dans le péritoine, mais il peut se remplir dans les organes avoisinants. Nous avons eu, ça ne fera pas partie des cas cliniques, mais nous avons eu une enfant dont le PKP s'est rompu dans l'estomac et fort heureusement, il n'y a pas eu de complications. L'épanchement pleural, donc le PKP peut, soit d'une manière, c'est un épanchement réactif, soit carrément, lors de la rupture, le PKP peut envahir la plèvre. La récidive, elle va être visualisée tout à l'heure par un cas clinique que nous avons eu dans le service. Alors, comment on traite ces complications? Donc, l'infection, c'est le drainage percutané et les antibiotiques. Pseudo-anévrisme, on peut emboliser. La rupture, soit on draine, soit on y va chirurgicalement. Drainage de la cavité pleurale pour les ruptures dans la cavité pleurale. Alors, quel est le pronostic de ces PKP? Le traitement conservateur, je vous ai dit, dans 70%, il se résorbe quand il est moins de 5-6 cm. Au-delà, il faut y aller. Mais surtout, il faut y aller en temps voulu. C'est-à-dire qu'il faut préparer ce malade, il ne faut pas passer à côté du diagnostic. Et bon, une fois opéré, il faut surveiller cet enfant cliniquement, biologiquement, radiologiquement. Alors, dans la littérature, les résultats du traitement endoscopique et chirurgicaux sont comparables, mais de préférence, utilisez le traitement endoscopique ou si vous allez en chirurgie, le traitement laparoscopique. Alors, premier cas clinique que nous avons reçu, nous en avons reçu beaucoup, mais j'ai mis 2 cas cliniques un petit peu pour avoir un message que je veux transmettre. Donc, premier garçon, c'est un garçon. Pourquoi c'est souvent des garçons? Parce que c'est eux qui jouent au vélo généralement dehors. Donc, on a souvent des garçons, comme pour tous les traumatismes. Donc, c'est un garçon âgé de 7 ans. Dans l'histoire, l'anamnèse, on retrouve un traumatisme épigastrique, le guidon de vélo, il y a 6 semaines. Donc, il a été déjà diagnostiqué pour PKP et nous a été adressé. Donc, cet enfant se plaignait de douleurs abdominales intermittentes, non irradiantes, une constipation, des vomissements. À l'examen clinique, on retrouve une masse kystique non sensible de forme ovale dans la moitié gauche de l'abdomen avec une surface lisse. L'examen général ne trouve ni pâleur ni ictère, mais on retrouve une perte de poids de 7 kg en 1 mois, ce qui n'est pas négligeable pour un enfant. Les signes vitaux étaient stables. Donc, les résultats du laboratoire retrouvent une lipase sérique très élevée. La TDM confirme cette masse rétropéritonéale de 12 cm. Alors, nous avons admis au bloc 6 semaines après le traumatisme, après, bien entendu, mesure de réanimation. Donc, l'exploration, donc on voit ici, on a ouvert la paroi antérieure de l'estomac, la paroi postérieure, comme pour la photo de la littérature, on ponctionne, le liquide, vous voyez, n'est pas un peu trouble. Là, j'ai mis la pince dans la paroi du kyste, paroi postérieure, paroi antérieure de l'estomac. Et là, c'est l'anastomose kysto-gastrique avec la paroi postérieure de l'estomac et le kyste. Cas clinique numéro 2, donc c'est toujours un garçon, il a 4 ans, il est plus jeune. Il a eu aussi un trauma épigastrique quelques temps avant, 6 semaines avant. L'échographie a montré un PKP de 12 cm. L'IRM a été fait là, et là on retrouve une rupture du canal pancréatique. Une kystogastrostomie chirurgicale a été pratiquée chez lui par laparotomie. Et dans le suivi post-opératoire, quelques jours après, une vingtaine de jours, on retrouve une petite récidive quand même de plus de 6 cm
Donc, on a décidé d'envoyer, vu la non-disponibilité de l'écho-endoscopie à notre niveau, on l'a adressé à titre externe et ils ont pu faire une écho-endoscopie et drainer cet enfant. Donc, l'IRM, ici, on voit une rupture canalaire avec une collection. Donc, un drainage endoscopique a été fait avec mise en place d'un stent et l'enfant a très bien évolué. Le stent a été enlevé 2 mois après. Donc, pourquoi il a récidivé? Parce qu'il y avait une rupture canalaire. Donc, il faut faire attention. Hein. Donc, des fois, le drainage interne n'est pas suffisant. Il faut peut-être laisser un stent pendant un certain temps. Pour conclure, je dirais que le pseudokyste du pancréas est une pathologie rare chez l'enfant. Il faut y penser. Il faut y penser. Nous avons suffisamment vu de drames et d'enfants cachectifs arriver au service. Il faut chercher cette notion de traumatisme du guidon. Quand c'est un enfant un peu plus grand, il faut chercher une pancréatite, hein, que ce soit biliaire ou autre. Ça peut être une complication d'une pancréatite. Il faut faire l'IRM à la recherche d'une lésion du canal pancréatique. Le diagnostic est fait selon un faisceau d'arguments cliniques, biologiques et radiologiques. Pensez aussi aux kystes pancréatiques de nature tumorale, il faut l'éliminer. Le traitement, la procédure standard, c'est un drainage interne quand c'est possible, une kystogastrostomie. Quand ce n'est pas possible, que l'enfant n'est pas bien, on peut drainer soit percutané. Les drainages internes les moins invasifs sont la laparoscopie et l'écho-endoscopie. Voilà, je suis à votre disposition pour les questions. Merci. Et je vais surtout dire une chose, c'est que notre réanimateur, Dr Jennen, est avec nous. Donc, j'ai vu qu'il y a beaucoup de wilayas qui sont connectés. Donc, si vous avez des questions aux chirurgiens et aux réanimateurs, c'est le moment. Parce qu'il ne faut pas oublier que le PKP, on a dit que les enfants arrivaient dans une cachexie, en mauvais état général, et que le volet réanimation était très, très important. On ne peut pas admettre un malade au bloc sans une bonne réanimation. Je vais vous poser une question, puisque j'ai le réanimateur avec moi. Qu'est-ce que vous pensez de la somatostatine? Est-ce que on devrait la donner systématiquement chez ces enfants qui ont 6-7 ans? Et on sait que la somatostatine agit sur la croissance de l'enfant. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous la donnez au service? On l'utilise. Bonjour. Voilà. La somatostatine est utilisée pour quand il y a des fistules importantes, notamment pancréatiques. Et ça se donne pendant une courte durée. Il faut voir est-ce que la fistule est réduite, soit réduite au bout de 5 jours, auquel cas il faut poursuivre le traitement. S'il n'y a pas d'efficacité, il vaut mieux l'arrêter. Parce qu'il y a des conséquences, notamment de l'hypertension. Très bien. Merci, je vous remercie. Alors, à quel moment on peut autoriser l'alimentation en cas de traitement endoscopique ou chirurgical? Très rapidement, vous êtes d'accord? Hein, très rapidement, au bout de J3 post-opératoire, l'enfant peut s'alimenter. On continuera à garder ce régime spécial hein, pendant un certain temps, c'est-à-dire pauvre en graisse animale et riche en protéines. Alors, mes chaleureuses salutations à tous les participants, à tous les médecins qui sont intéressés par cette formation. Merci beaucoup du fond du cœur et un grand merci. Ma question concernant les classifications du PKP et leur intérêt. Oui, c'est une bonne question, c'est vrai. Ça vous permet de savoir est-ce qu'il y a une communication avec les canaux pancréatiques. Vous avez vu, on a eu un malade, on l'a traité et peut-être qu'il fallait mettre un stent à l'intérieur du kyste quand il y a une communication avec on sait qu'il y a une communication, il ne faut pas hésiter à mettre un stent et comme ça évite les récidives, ce qui nous est arrivé. Donc oui, ça a un intérêt. Toute classification a un intérêt pour le pronostic et pour le management, pour le traitement. Pensez-y, pensez-y, pensez-y. Complications d'une pancréatique, complications d'un traumatisme épigastrique. Pensez au PKP, cherchez-le, faites un scanner, faites une IRM. Si vous ne disposez pas d'écho-endoscopie, faites la chirurgie. C'est un drainage interne. Vous avez vu, c'est même de jeunes chirurgiens pédiatres qui sont au service civil
peuvent le faire. Hein, ouvrez l'estomac, faites une laparotomie, une médiane, ouvrez l'estomac, la paroi antérieure, mettez une grosse aiguille à travers la paroi postérieure. S'il y a quelque chose qui vient, vous faites une incision large de 5 cm pour que ça se draine. Donc, faites une incision large, évitez que ça se resténose et que ça récidive. Et si vous avez l'échondoscopie, c'est encore mieux. Donc, voilà, s'il y a des messages que je veux transmettre, c'est ça. En présence d'ictère, est-ce qu'on doit penser au traumatisme du pancréas en premier? Si vous avez un présence d'ictère, est-ce qu'on doit penser au PKP en premier? Faites d'abord une écho, voyez si les voies biliaires sont dilatées et l'échographie, vous visualisez déjà le kyste. Et alors après, vous faites un scanner et voilà, c'est a priori pas devant tout ictère, je vais penser à un PKP, mais si l'enfant a eu un traumatisme, s'il a eu une pancréatite, voilà, vous allez y penser. De toute manière, devant un ictère, vous allez explorer cet ictère. Et parmi les explorations, vous allez faire une échographie. Ah oui, je voudrais poser une question par rapport à la diète absolue pour le PKP volumineux et passage à l'alimentation parentérale totale. Oui, très bonne question. Alors, nous, on ne fait pas de diète totale. Hein. En fait, c'est le retentissement du PKP sur l'état alimentaire du patient qui nous impose de passer à l'alimentation parentérale. C'est pas la présence du PKP qui doit indiquer le passage à l'alimentation parentérale, mais c'est le retentissement, parce que c'est un malade qui a mal, qui vomit. Il y a un retentissement sur l'état nutritionnel qui impose de mettre en place une alimentation parentérale. Donc, vous voyez, c'est clair. On ne fait pas de diète selon si l'alimentation péros est tolérée. On préfère donner une alimentation riche en protéines et pauvre en graisse animale. Alors, quelle voie d'abord en laparotomie? Médiane. Une médiane vous permettra d'aborder facilement. Je sais qu'on vous a tarabusqué toute votre vie que les médianes n'étaient pas très bons pour les enfants. C'est généralement un enfant de 7 ans, quand c'est un traumatisme, ça ne pose pas de problème. Ça vous permet d'explorer la cavité abdominale à la recherche de plusieurs PKP s'ils existent. Alors, l'algorithme décisionnel et indication. OK. Donc, on a dit un PKP au-delà de 6 cm qui évolue depuis 6 semaines par rapport au traumatisme, par rapport à la pancréatite. Il y a une indication de traitement. Le traitement, on va passer par un traitement médical, une préparation à la chirurgie, qui est bi-antibiothérapie. Donc, c'est pas flagyl. Oui, c'est pas zoline flagyl. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les antisécrétoires, un petit peu d'oméprazole. Voilà, voilà. Bien sûr, les antalgiques, il faut gérer la douleur, c'est très important. Et voilà, sinon le reste c'est du symptomatique, c'est s'il y a des vomissements. Voilà. Ensuite, si vous avez la possibilité de faire un drainage interne écho-endoscopique, c'est préférable. Si vous n'avez pas le plateau technique, vous faites un drainage interne. Si le PKP, et là c'est le scanner et l'IRM, si le PKP est derrière l'estomac, vous allez faire une kystogastrostomie. Si le PKP est derrière le duodénum, vous allez faire une kystoduodénotomie. Si le PKP est loin, hein, près de la tête, vous montez une anse en Y selon vous. Et vous faites un drainage interne avec le kyste et l'anse, une anastomose kystogéginale. Drainage externe, si le kyste est rompu, infecté, l'enfant n'est pas bien, je fais un drainage externe, éco-guidé ou scano-guidé. Si je peux faire la laparoscopie, je fais une laparoscopie. La conduite à tenir en cas de PKP hémorragique. Alors, si il a érodé une artère, je fais une embolisation et voilà, je traite s'il est en état de choc ou voilà. Et j'y vais, hein, je vais essayer de faire cette hémostase et voilà. Traitement d'urgence et traitement de mon PKP hémorragique. Soit je draine,
soit si l'état du malade n'est pas bon, je fais un drainage externe, sinon je fais un drainage interne, mais de préférence, je vais ouvrir, je fais l'hémostase, et s'il y a possibilité de faire une embolisation, mais c'est mini-invasive, je préfère. Et voilà. D'autres questions? Je répète, le drainage externe est essentiellement pour les formes compliquées, rompues, hémorragiques, infectées. Voilà. Il faut regarder aussi les plèvres. Il y a souvent soit réactionnel, soit un épanchement important. La durée et la surveillance post-opératoire. Alors, bien sûr, on revoit ces enfants. Donc, généralement, je vous ai dit G3 post-opératoire, ils peuvent s'alimenter. On continue à garder ce régime selon la surveillance biologique. Si on voit les chiffres biologiques, ils diminuent. Plus ils diminuent, plus nous, on autorise un peu plus que l'alimentation soit un peu plus variée. Et donc, on les surveille au moins dans les 6 mois post-opératoires avec un intervalle. Au début, on les voit la première semaine, ensuite tous les 15 jours, ensuite chaque mois. Et parce que vous avez vu que la récidive, donc si l'enfant a un petit peu mal, on n'hésite pas à faire une écho et voir s'il y a une récidive ou s'il y a une complication qui peut arriver, même dans le drainage interne chirurgical, il peut y avoir des complications. Et là, il faut intervenir. Donc, si vous avez des cas cliniques, on m'a parlé de cas cliniques, très bien. On m'a parlé de cas cliniques, je vois qu'il y a des gens d'un peu partout, Omerdes, Mila, Gigel. Donc, si vous avez des cas cliniques, vous voulez qu'on en discute, c'est le moment. Hein. Vous avez des chirurgiens pédiatres, vous avez des réanimateurs. Donc, si vous avez des questions bien précises, on peut y aller. Alors, si je peux récapituler, je voudrais vous dire que, bien sûr, cette notion, je n'ai fait que répéter cette notion de traumatisme épigastrique, il faut y penser, mais vous savez, il y a beaucoup d'enfants aussi qui font des pancréatites pour moult raisons. Hein. Et donc là, les complications de la pancréatite, ça peut être un PKP, donc il faut le rechercher. Et vous avez vu que le traitement est simple chirurgicalement. La réanimation n'est pas très, on ne demande pas un plateau technique particulier, n'est pas très lourde. Donc je pense que vous pouvez manager ces enfants à votre niveau. Et j'ai mis à la première diapo mon email. Donc, si vous avez éventuellement des cas cliniques ou des questions bien particulières, là, je pourrais vous orienter sur éventuellement les cliniques, mais vous donner un petit peu sur avec les gens avec lesquels nous ont fait nos écho-endoscopies. Voilà. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire ce thème? Parce que au cours de l'année 2020-2021, on a reçu quand même 7 ou 8, 7 ou 8 PKP qui sont venus des wilayas limitrophes et donc qui possèdent des chirurgiens pédiatres. Et j'ai vu que la pathologie n'était pas très bien comprise, n'était pas très bien. Il y avait un petit peu une peur, hein, parce que souvent ces enfants passent, un diagnostic est passé inaperçu et les enfants arrivent en très mauvais état général, donc on a un petit peu peur de toucher ces enfants. Mais ce qu'il faut savoir aussi, que le résultat, il est spectaculaire. Une fois qu'on a fait ce drainage interne, l'enfant prend du poids d'une manière vraiment exponentielle et le résultat est vraiment très beau à voir. Alors, une question sur le plan technique. Kystogastrique, c'est le siège par... Oui, c'est par rapport au siège du PKP. Hein. S'il est... voilà. On a opéré 2 à Belfort. Super. Donc, vous voyez que c'est quand même fréquent. Donc, je vous ai dit les indications, la maturation du kyste, la règle des 6, un kyste de plus de 6 cm qui évolue depuis 6 semaines. Le siège du kyste. Déjà, le siège du kyste va donner, s'il a la tête, c'est généralement, il faut monter une anse. Et la symptomatologie, ça sera une obstruction, il y aura un ictère. Donc, s'il comprime l'estomac, c'est une kystogastrostomie. S'il comprime le duodénum, c'est une kystoduodénotomie.
Donc, voilà. Et quand on peut faire l'écho-endoscopie, c'est encore mieux. Quand on peut faire une laparoscopie. Alors, la laparoscopie, des fois, les kystes sont très, très volumineux. Donc, vous allez me dire, c'est difficile à rentrer et de faire le pneumopéritoine. Donc, d'abord, il ponctionne ce kyste pour diminuer. Ensuite, il travaille normalement. Ils mettent les trocars et donc pour pouvoir pour avoir de l'espace pour le pneumopéritoine, il faut d'abord ponctionner le kyste. Nous, on n'a pas d'expérience en matière pour l'instant. On n'a pas encore fait. Donc, tous nos malades, on les a opérés par laparotomie. C'est quand même beaucoup de participants. Ça prouve l'intérêt de la pathologie. Donc, normalement, les chirurgiens pédiatres qui sont limitrophes ne devraient plus nous envoyer leurs malades. Ça devrait être clair maintenant pour tout le monde. D'autant que ça touche les enfants qui ne sont pas nourrissons. Donc, ne prenez pas, me dites pas, il n'y a pas de réanimateur. Un réanimateur qui n'endort pas les enfants de moins de 5 ans. C'est le gros problème du service civil. Mais là, c'est des enfants qui sont un peu plus âgés et normalement, vous avez entendu le réanimateur, c'est pas une réanimation lourde. Quand vous voyez les enfants, c'est vrai qu'ils font un petit peu peur, mais une fois le geste fait, le résultat est spectaculaire et là, on n'en a pas perdu. Donc voilà. Mais après, quand c'est des PKP secondaires à une pancréatite d'une autre origine, c'est un peu plus lourd. Hein. C'est un peu plus lourd, ça dépend de la pathologie sous-jacente. Alors, s'il vous plaît, pour le drainage chirurgical, est-ce que le drainage avec l'estomac est préférable au drainage avec le grêle et c'est en fonction du site du PKP? Oui, bien entendu, une anastomose kystogastrique est beaucoup plus post-op est mieux. Tu n'as pas une anastomose, c'est juste une anastomose entre l'estomac. C'est que l'estomac, il cicatrise très très bien et en plus, il y a la sonde nasogastrique. Mais c'est vrai que les kystes, les PKP au niveau de la tête sont loin de l'estomac, donc on n'a pas autre solution que de monter une anse. C'est effectivement selon le siège. Est-ce que l'échographie suffira après le suivi et le dépistage d'une éventuelle récidive ou fistule? Oui, bon, il y a la clinique, ensuite il y a l'échographie et il y a l'amylase aussi. Il faut doser aussi l'amylase. Hein. L'amylase, la lipase, dans certains cas. Les explorations sont toujours guidées par la clinique. Le nôtre, il s'est plaint de douleurs et donc ce qui a motivé une écho post-op et qui a retrouvé un petit kyste récidive et il a bénéficié d'un drainage endoscopique. Bon, je pense qu'on va mettre fin à la session. Voilà, peut-être on va programmer d'autres thèmes, Inch'Allah, dans les prochains jours. Je vous remercie. Vous avez été nombreux à suivre cette session et bon courage à tous. Au revoir.